Donc Sylvain Bayet, chercheur au CNRS, il dirige l'équipe de modélisation et de méthodologie en imagerie cérébrale au sein du laboratoire neurosciences cognitives et imagerie cérébrale à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Alors vous allez nous présenter l'EEG, qui est l'électroencéphalographie, et puis une technique plus récente aussi, la MEG, ou magnétoencéphalographie. Autrement dit, vous allez nous parler des développements les plus marquants de l'imagerie électromagnétique fonctionnelle. C'est à vous. Merci beaucoup Marie-Odile Monchicourt, merci à monsieur le député maire pour son invitation et merci beaucoup aux organisateurs. Je suis très heureux d'être là et merci à vous, bien sûr. Donc j'ai eu la chance d'avoir une très bonne introduction et même plus un petit peu à certains aspects que je vais représenter avec un autre point de vue maintenant, grâce à Denis Le Bihan. Et donc en effet, Denis vous a parlé de champs macroscopiques énormes, bien plus grands que ceux qui font dévier l'aiguille d'une boussole. Moi je vais vous parler de mini champs, de nano-champs, non pas qu'on applique au cerveau, mais que votre cerveau émet de manière naturelle, parce que certes, les neurones gonflent. Certains ont même la grosse tête à cause de ça, peut-être. Mais pas du tout. C'est pas pour toi, Denis. Je ne dis pas ça pour toi. Donc, c'est une évidence, en effet, physiologique tout à fait passionnante. Et grâce à Denis, on a un point de vue tout à fait nouveau là-dessus. Mais non seulement ils gonflent, mais en plus, ils émettent des courants. Et ce sont des courants électriques qui produisent des champs électromagnétiques. Plutôt que de faire un long discours, je vais continuer par des images. Et en effet, si on peut basculer sur les diapositives, s'il vous plaît, merci beaucoup. Donc il s'agit d'imagerie électromagnétique cérébrale, vous voyez, à haute résolution temporelle, et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Et c'est tout à fait l'originalité de la modalité, on appelle ça une modalité, une technique, un point de vue d'observation sur le cerveau que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors d'abord, je vais vous proposer de parler de bioélectricité et de biomagnétisme, et vous faire un petit résumé des épisodes précédents du point de vue de l'histoire scientifique qui nous mène en fait à ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc si on s'aventure à la fin du XVIIIe siècle et qu'on fait un tour du côté de Bologne, Bologne à l'époque en Italie est toujours aujourd'hui d'ailleurs une université, une école d'anatomie et de physiologie absolument révolutionnaire à l'époque. Et Luigi Galvani est un des premiers à mettre en évidence ce qu'il appelle l'électricité animale. Et comment réalise-t-il sa première expérience? En fait, c'est l'expérience de la pâte dite galvanique qui porte son nom. Et en fait, Galvani, avant de faire des cuisses de grenouille, s'intéresse à les préparer comme ceci, vous voyez, c'est une gravure de l'époque, et il utilise deux tiges de métal différents qui vont créer d'une certaine manière une petite batterie, potentiellement, si on veut. Et lorsqu'il met le zinc, vous voyez ici en bas, au niveau du bassin, si on peut dire, de la grenouille, et le cuivre directement dans le muscle de la jambe, le mollet, si on peut dire, de la grenouille, eh bien, il s'aperçoit que la pâte va fléchir. Alors, bon, c'est une démonstration tout à fait fascinante, parce que cela veut dire que le tissu... donc les tissus physiologiques sont capables de conduire de l'électricité. À l'époque, on découvre ça, vraiment, c'est absolument fascinant. Donc d'une certaine manière, il met en évidence l'influx nerveux, parce que lorsque ce n'est pas Galvani qui met ses petites tiges, c'est évidemment le cerveau de la grenouille qui va commander les muscles et qui va faire fléchir sa patte. Et il met en évidence cet influx nerveux, cet influx électrique, et il donne d'une certaine manière naissance à la bioélectricité et à l'étude de l'électrophysiologie. Alors, on fait un bond d'à peu près un siècle, voire un petit peu plus. Il y a eu des tas d'expériences par la suite dont je ne vais pas parler, pour essayer de mettre en évidence de plus en plus la circulation électrique dans les tissus, et notamment dans le cerveau, parce qu'on s'aperçoit que si on fait des expériences un petit peu similaires sur, par exemple, un chien, et on met des petites électrodes dessus, les gens commencent à repérer des signaux, mais ils étaient obligés d'ouvrir la boîte crânienne du chien et faire des expériences tout à fait traumatisantes pour l'animal, disons. Et en tout cas, pas du tout applicables à l'homme. Alors maintenant, on passe de l'Italie à l'Allemagne, et à Iéna, Hans Berger, qui est électrophysiologiste, ça y est, c'est une discipline qui existe grâce aux travaux de Galvani, entre autres, invente l'électroencéphalographie, dont Marie-Odile Monchicourt vous a parlé. Alors voici une tête, et la façon dont procède Galvani est très simple, en tout cas rétrospectivement, à l'époque c'était quand même un défi technique. Il place deux électrodes à la surface de la tête du sujet, sans lui ouvrir le crâne ni quoi que ce soit. Il relie des câbles à ces électrodes, et qu'est-ce qu'il voit sur un ancêtre de l'oscilloscope? Il voit quelque chose qui ressemble
à quelque chose et non pas à du bruit. C'est-à-dire, il voit des tracés qui semblent organisés de manière périodique. En fait, il mesure des ondes, il décrit ça comme des ondes, c'est-à-dire des oscillations, des choses très régulières et qui semblent modulées, c'est-à-dire changées, altérées par le comportement du sujet. Donc sa toute première publication en 1929 rapporte, en effet, vous le voyez, ce sont des tracés expérimentaux de Berger à l'époque, qu'il relève à la main. Et vous voyez, c'est absolument fascinant la façon dont le signal est structuré et non pas bruité. Donc il en déduit que, et à l'époque il n'y avait pas Radio France, je crois qu'on va faire un concours de blagues, celui qui va faire le plus de blagues sur Radio France et France Info. Donc c'est parti, en voilà une. Donc, il relève des oscillations, vous voyez, qui sont très structurées, donc ce n'est pas du bruit, d'où l'invention de l'électroencéphalographie. Alors, il mesure des fréquences de l'ordre de 10 Hz, de 15 Hz, et qui sont modulées par le fait, par exemple, que le sujet ferme ou ouvre les yeux. Le sujet ferme les yeux, il voit de grandes bouffées énormes sur son oscilloscope d'oscillations comme ceci, très structurées, et quand le sujet ouvre les yeux, à ce moment-là, ces oscillations disparaissent. Et donc, c'est très intéressant de voir que c'est un des premiers signaux qui sont directement reliés au comportement, disons, humain, et ce, de manière non invasive, encore une fois. On se pose la question, évidemment, de l'origine du signal de l'EEG. Alors, on va le chercher directement dans le cerveau, bien sûr. Et en effet, comme vous l'avez vu hier avec Dominique Asboun, je pense, le cerveau est constitué de neurones. Dominique Le Bihan l'a bien rappelé tout à l'heure aussi. Ces neurones sont très structurés, notamment dans la partie qui s'appelle la matière grise, le cortex, qui est représenté ici. Et ces neurones, donc, qui ont été découverts relativement tardivement, à la fin du 19e siècle, sont développés de différents types dans tout le système nerveux central, mais surtout dans le cerveau. Dans le cerveau et la matière grise. Alors ça, c'est du point de vue anatomique. Maintenant, lorsqu'on regarde du point de vue électrophysiologique, c'est-à-dire qu'on va mettre des électrodes dans une préparation de laboratoire et on regarde la façon dont, en gros, ce qui se passe quand on a isolé des neurones. Mais on s'aperçoit que les neurones émettent des décharges électriques, des petits courants, soit spontanément, soit en collaboration avec leurs amis, parce qu'ils sont extrêmement connectés, comme Denis l'a très bien rappelé. Et là, j'ai illustré d'un point de vue un petit peu naïf le principe de l'électroencéphalographie, en partant donc d'un neurone qui reçoit donc des afférences, comme on dit, c'est-à-dire des messages des neurones auxquels il est connecté dans son voisinage ou à distance, et puis il traite d'une manière souvent relativement simple cette information et décide ou pas de décharger, c'est-à-dire de lui-même envoyer un message ou pas. Mais cette activité électrique, on peut la mesurer. On peut la mesurer en laboratoire en allant mettre des électrodes, comme j'ai dit, mais on peut la mesurer comme Berger l'a fait, en mettant des électrodes, cette fois-ci, directement sur le scalp. Parce que qui dit activité électrique, notamment, qui varie au cours du temps, dit émission de champs électromagnétiques. C'est vraiment le principe de l'antenne de radio. Donc voici ces champs électromagnétiques, et voici le principe de Berger encore illustré ici. Donc l'activité électrique ici produit des champs, pour le coup, électriques qui sont représentés en jaune, qui ont du mal à passer l'enveloppe osseuse, mais qui finissent quand même par passer. Ils sont extrêmement atténués, ils sont extrêmement distordus, mais on arrive à les mesurer. Et on les mesure comme ceci, en mettant des électrodes. Et vous voyez que j'ai représenté aussi des couleurs bleues et rouges. C'est une vue un petit peu artistique, si l'on veut, sans prétention, en fait, de la distribution de ces champs électriques. Vous voyez qu'il y a des champs bleus et des champs rouges. Les champs bleus sont sont censés représenter des champs dits négatifs et d'autres des champs positifs. Bref, ils varient de signes. Ils ont une structure spatiale, une structure temporelle. Et j'en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Alors, ce qu'on mesure, et ce que Berger avait déjà mis en évidence à l'époque, même avec des moyens relativement rudimentaires, c'est qu'on mesure du signal fort aux alentours de 100 microvolts. Donc vous savez que dans vos prises de courant, vous avez du 220 volts. Là, on travaille à peu près 1 million à des courants 1 million de fois plus faibles, à des tensions 1 million de fois plus faibles. Malgré tout, on arrive à les mesurer avec la technologie d'aujourd'hui. Et même l'EEG a connu un immense succès et connaît toujours un grand succès dans les unités cliniques et de recherche, parce que justement l'appareillage est relativement bon marché, c'est facile de mesurer des signaux d'environ 100 microvolts. Et alors quand on fait des modèles physiques de la production de ce signal, on s'aperçoit qu'il faut quand même 1 million de neurones qui travaillent à peu près en même temps pour que lorsqu'on ajoute les petits courants que chaque neurone produise, eh bien on obtienne au final sur la tête 100 microvolts. Alors, comme Denis l'a rappelé, on a 100 milliards de neurones dans la tête, voire plus. Certains sur ce plateau en ont bien plus que moi, c'est pas juste.
Mais en gros, 100 milliards de neurones, et il en faut 1 million pour détecter un signal. Bon, le rapport est plutôt favorable à l'EEG, et on va travailler donc à des résolutions, comme je vous le dirai tout à l'heure, de l'ordre de quelques centimètres carrés. Dans 1 centimètre cube ou quelques centimètres carrés de cerveau, vous avez facilement plusieurs dizaines de millions de neurones. Donc, et sachant que ces neurones sont relativement bien organisés, c'est-à-dire qu'ils sont censés traiter à peu près la même information et délivrer un message à peu près identique, donc ils vont se travailler ensemble pour pouvoir émettre un signal suffisamment fort. Alors ce qui est représenté également en vert ici, dont je n'ai pas parlé encore, ce sont les ondes magnétiques produites par ces neurones. Parce qu'en physique, lorsque vous voyez qu'un courant circule dans un conducteur, un courant circule dans un neurone par exemple, il émet donc un champ électrique, mais il émet également un champ magnétique. Et ça va être le principe un petit peu orthogonal, si l'on veut, de la magnétoencéphalographie dont Marie-Odile Monchécourt vous a parlé et que je vais vous exposer. Alors pourquoi Berger n'a pas commencé par mesurer des champs magnétiques plutôt que des potentiels électriques ? La raison est la suivante, c'est qu'il a fallu, regardez, à peu près 50 ans avant que le premier magnétoencéphalogramme, c'est-à-dire la première mesure de champ magnétique produit par les neurones, soit réalisé. Ça a été réalisé aux États-Unis, à Boston, au MIT. Et c'est très amusant de voir les deux publications princeps de ces deux chercheurs, donc David Cohen pour la MEG et Hans Berger pour l'EEG, parce qu'ils réalisent en fait la même expérience. Et en fait, ils demandent au sujet d'ouvrir et de fermer les yeux, parce qu'en EEG, ça a été revérifié, re-revérifié. Et encore aujourd'hui, lorsqu'on veut tester un nouveau système, on demande au sujet d'ouvrir et de fermer les yeux. En IRM, c'est un petit peu la même chose. On stimule d'abord le cortex visuel qui est très très prégnant, très très fort chez l'homme. Et vous voyez qu'on voit des bouffées, c'est pas très clair sur la figure, mais on voit des bouffées. C'est-à-dire que lorsque le sujet a les yeux ouverts, bon ben voilà, on est dans le fonctionnement normal du cerveau, pas très structuré, en tout cas à cette échelle. On n'a pas grossi suffisamment pour voir, mais voilà. Et en fait, on mesure des bouffées extrêmement fortes d'ondes alpha, aux alentours de 10 Hz. Donc 10 pulsations par seconde. Votre cerveau émet des ondes de ce style-là. Et David Cohen mesure bien la même chose que Hans Berger 50 ans plus tôt, mais avec une technique quand même très différente. Alors pourquoi David Cohen n'a pas réalisé l'EEG en 1929 ? Déjà, il n'était pas né, mais surtout parce qu'il a affaire à des champs magnétiques extrêmement faibles. Donc là, vous avez eu affaire à Denis qui vous a parlé de champs IRM extrêmement élevés, de l'ordre de 1 à 10, 12 Tesla. Eh bien, regardez un peu dans l'échelle, et là j'ai mis volontairement les zéros pour que vous réalisiez bien. Lorsque vous avez affaire à une IRM, vous avez affaire à... tout est exprimé en femtotesla, parce que femtotesla, c'est 10-15 Tesla. C'est extrêmement faible. Et donc, j'ai tout ramené à l'échelle de la MEG et de la magnétoencéphalographie. Et vous voyez que l'IRM, c'est 100 millions de milliards, quelque chose comme ça. J'ai même pas compté les zéros tellement il y en avait. Mais c'est extrêmement fort. On n'est plus du tout dans le même terrain de jeu que par rapport à la MEG qui est tout en bas de l'échelle ici. En revanche, quand vous montez un petit peu, vous vous apercevez que le cœur émet des signaux magnétiques de l'ordre de 1 million de Tesla. Alors, certains d'entre vous ont peut-être déjà subi des électrocardiogrammes. C'est un examen clinique classique à l'hôpital ou chez votre médecin. Eh bien, voilà, on pose des électrodes et on mesure en effet un signal électrique, tout comme on mesure un signal électrique quand on vous pose des électrodes sur la tête. Eh bien là, on peut mesurer la même chose avec des bobines qui vont mesurer le champ magnétique émis par le cœur, et il est 1 million de fois plus fort. Ces champs magnétiques sont 1 million à 10 millions de fois plus forts que le champ magnétique du cerveau. Quand vous vous baladez dans la rue, vos voitures, les ascenseurs, les lumières, etc., produisent des pollutions électromagnétiques. Pour nous, ce sont des pollutions parce qu'on essaie de mesurer ces tout petits signaux-là, qui sont plusieurs ordres de grandeur supérieurs. Le champ magnétique terrestre lui-même, qui fait dévier encore une fois l'aiguille d'une boussole, il est 10 fois plus fort que les champs magnétiques produits par les voitures en moyenne. Donc vous voyez, voilà le premier défi. Le premier défi auquel les premiers physiciens qui se sont attaqués à cette mesure de champ magnétique cérébral ont dû faire face. Ils ont dû faire face à ce genre de défi. Donc l'instrumentation de la MEG est extrêmement technique, si je puis dire, par rapport à l'EEG qui est très rudimentaire, même si on s'assure que ça fonctionne toujours très bien. Mais en fait, le principe est un petit peu le même. Vous avez une série de capteurs, donc qui cette fois-ci ne sont plus des électrodes, ce sont des bobines. Qu'est-ce que c'est qu'une bobine ? C'est simplement une sorte d'anneau qu'on a entouré avec du fil conducteur, parce que quand un champ magnétique passe dans un anneau comme ceci et qu'il varie au cours du temps, il crée un courant que l'on peut mesurer dans le fil conducteur. Sauf que ce champ magnétique, il est extrêmement faible, comme je l'ai dit, et donc il faut quand même des magnétomètres, des bobines extrêmement sensibles. Et il a fallu attendre l'avènement de la supraconductivité,
c'est-à-dire le fait que certains matériaux n'opposent absolument aucune résistance au courant électrique lorsqu'on veut leur en imposer un, pour pouvoir mesurer des champs magnétiques, donc des courants électriques dits induits, extrêmement faibles. D'où cet appareillage un peu d'un autre temps, où en fait on a l'impression d'avoir affaire à une sorte de film de science-fiction des années 40, des années 50, où en fait votre sujet est dans une chambre blindée pour justement, un petit peu comme en IRM d'ailleurs, se prémunir des pollutions électromagnétiques extérieures. Donc vous avez vu qu'elles étaient extrêmement fortes. À l'intérieur, vous avez votre sujet qui est confortablement assis ou couché. Dessus, vous lui posez un casque, vous voyez, qui est à l'intérieur duquel il y a des capteurs, donc des bobines bleues et rouges qui couvrent l'ensemble de son scalp, en tout cas toute la partie supérieure et postérieure de sa tête. Et puis vous avez cette sorte de séchoir absolument extraordinaire qui est en fait un réservoir d'hélium liquide. Parce que qui dit supraconductivité dit besoin de température extrêmement faible. Et là, on travaille à des températures de l'ordre de moins 269 degrés Celsius. On est proche du zéro absolu, qui est le zéro des physiciens, qui est à moins 273 degrés. Donc l'hélium liquide, lui, il devient liquide, enfin l'hélium devient liquide à cette température-là. Et donc on remplit ce réservoir d'hélium liquide, et ce qui fait que nos bobines deviennent supraconductrices et on peut détecter le champ magnétique. Voilà. Alors, juste un point de détail, on se demande parfois, et moi le premier, à quoi servent les études et les belles théories physiques, pour le coup absolument théoriques et absolument abstraites. Eh bien, autant l'IRM que la magnétoencéphalographie sont des exemples d'application de principes de physique théorique absolument abstraits. C'est-à-dire que pour l'IRM, vous avez affaire à cette petite aimantation que l'on peut mesurer, et Denis a montré quelques diapos où on voyait des petites molécules d'eau qui tournaient parce qu'elles présentent des spins, ce que les physiciens appellent des spins, des aimantations élémentaires. Ça, ce sont les physiciens théoriques qui ont mis ça en évidence, et vous avez vu, ils ont été récompensés par le prix Nobel, et tous les jours, nous, on est récompensés, si on peut dire, en ayant la possibilité d'avoir une IRM pour être mieux soigné. Eh bien, la magnétoencéphalographie, c'est la même chose. Les détecteurs de courant sont issus des recherches en physique quantique, parce que les courants sont tellement faibles qu'on mesure simplement des petites variations de courant qui sont à l'échelle d'un saut quantique. C'est-à-dire quelque chose d'absolument non conventionnel, non classique dans la physique de tous les jours. Et moi, je trouve que ce sont deux beaux exemples de la physique théorique appliquée, pour le coup, à nous tous. Et parce que potentiellement, nous ou nos proches, on peut en tout cas subir un examen clinique, ou en tout cas, on s'intéresse tous au fonctionnement du cerveau, et vous en êtes la preuve aujourd'hui. Alors, pour l'instrumentation EEG, j'ai mis quand même ces deux diapos pour vous montrer qu'on a fait du progrès entre les années 40, où on avait quand même plusieurs électrodes autour de la tête, des relevés de champs électriques essentiellement sur le papier. Et évidemment, avec l'informatisation croissante, on a affaire aujourd'hui à plus de 128, 256 électrodes autour de la tête, qui se posent en général extrêmement facilement. C'est toujours un petit peu fastidieux, mais il y a des progrès tous les jours en ce qui concerne cette mesure. Alors c'est important d'avoir le plus de mesures possible, parce que, comme toute physique expérimentale ou toute clinique, pratique clinique, vous avez affaire, notamment sur le corps humain, bien sûr, vous avez affaire à du bruit, le sujet bouge, vous avez un capteur qui s'en va, etc. C'est important d'en avoir beaucoup, ne serait-ce que pour ça. Et c'est aussi important d'en avoir beaucoup pour notre point de vue, on va le voir par la suite, pour faire des images de l'activité du cerveau. Parce que plus on a d'électrodes et de capteurs autour de la tête, et plus la représentation du champ magnétique produit par le cerveau est complète. Voilà, il n'y a pas de trou, si vous voulez, à part sur la face. On n'a pas encore réussi à mettre des capteurs près de la face, mais je ne pense pas que ce soit le but non plus, parce qu'il faut laisser le sujet interagir avec l'environnement pour étudier son cerveau. Alors l'intérêt de ça, c'est que votre cerveau produit de l'électricité et donc des ondes électromagnétiques à chaque instant. Nous, on travaille à l'échelle de la milliseconde, mais on pourrait descendre à l'échelle de la microseconde. Et on pourrait tout autant mesurer des fluctuations de champs électromagnétiques. Donc vous voyez que là, la résolution temporelle, comme on dit, n'est pas du tout un facteur limitant. Il s'agit simplement d'investir un petit peu plus dans les amplificateurs et dans l'informatique, pour pouvoir avoir accès à des mesures plus fines. Bien. Alors, maintenant, j'ai parlé de la résolution temporelle, j'ai parlé un petit peu de l'instrumentation. C'est intéressant de voir aussi où se situe l'émission des champs électromagnétiques cérébraux par rapport au reste des émissions électromagnétiques auxquelles on a affaire dans la nature. Alors, sur ce spectre, ce que les physiciens appellent un spectre, vous avez ici des fréquences qui partent de zéro, donc des signaux qui ne fluctuent absolument pas, à plusieurs centaines de milliards de Hertz, c'est-à-dire de fluctuations électromagnétiques, qui sont en fait
produites à l'échelle atomique. Où se situe en fait les ondes électromagnétiques du cerveau? Bien, la plupart des gens en fait ont des émissions électromagnétiques jusqu'à 1 kHz, c'est-à-dire toutes les millisecondes, en gros, vous avez des fluctuations absolument représentatives de l'activité de votre cerveau. Donc c'est beaucoup, finalement, 1 kHz. Je ne vais pas refaire une blague, si, peut-être encore. Sauf les gens qui travaillent à Radio France, qui sont plutôt à 105,5 MHz, c'est ça? Bon, j'arrête là. Alors, maintenant, ça, c'était le principe de mesure. Maintenant, on va essayer d'aller voir ce qui se passe dans le cerveau lorsque vous avez de l'activité électromagnétique produite et qu'on le mesure à l'extérieur. Donc, c'est ce qu'on appelle l'imagerie électromagnétique cérébrale ou l'imagerie MEG et EEG. Donc, on utilise les acronymes des instruments. Mais je vais maintenant parler de manière commune de l'EEG et de la MEG, parce que le principe est le même. En gros, votre cerveau est actif ici, et vous avez vos instruments, vos petits capteurs qui mesurent des tracés, comme on l'a vu, donc des ondes. Et alors, ce que vous pouvez commencer par faire, c'est vous situer à un instant donné. Vous prenez votre chronomètre, par exemple, vous demandez à votre sujet de bouger le doigt, et 20 millisecondes après, vous allez voir les champs magnétiques, électromagnétiques qui ressemblent un petit peu à ça, reproduits sur la surface de la tête du sujet. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez des variations bleues et rouges, des champs magnétiques positifs, négatifs, etc. Et vous voyez qu'ils sont localisés, c'est-à-dire qu'ils sont structurés. On a des nuages, un petit peu. Ces nuages vont évoluer au cours du temps. Pour l'instant, ils sont figés. Mais on a tiré parti de l'excellente résolution temporelle en pouvant justement prendre une photo de l'activité électromagnétique à un instant donné. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Alors l'imagerie elle-même, elle va au-delà de ça. Elle va essayer de construire une image du cerveau, parce que là, on ne l'a pas. On regarde sur les électrodes, on n'a pas d'image. Il faut traiter ces signaux pour avoir une image, parce que c'est ainsi qu'on interprète bien nos données. Ceci dit, les neurologues, les électrophysiologistes, les spécialistes auxquels vous avez affaire dans les hôpitaux, ils sont très entraînés, ne serait-ce que pour lire les tracés. Ils ont une formation complète et empirique et même théorique de la façon dont, pour localiser les régions du cerveau qui ont produit tel ou tel tracé. Donc ça, c'est tout à fait remarquable. Alors nous, on essaie d'aller un petit peu plus loin et de faire des analyses quantitatives de cette activité électromagnétique. Donc on part des champs électromagnétiques et finalement, on voudrait ce type d'image-là, qui est vraiment une illustration, c'est-à-dire qu'on voudrait non seulement localiser l'activité, vous voyez votre cerveau, vous voyez ici des taches jaunes qui seraient, comme Denis Le Bihan l'a montré tout à l'heure, en fait des activations du cerveau lorsque vous faites une tâche de langage, par exemple. Vous avez également des tracés, donc ça c'est intéressant, c'est simplement illustratif, c'est-à-dire des choses qui représentent l'activité milliseconde par milliseconde du cerveau dans ces régions-là. Bon, ça c'est intéressant. Et Denis parlait très bien tout à l'heure du code neural. Alors ici, on n'en est pas à l'échelle des neurones, mais plutôt de ce qu'on appelle des assemblées de plusieurs centaines de milliers, voire de millions de neurones qui travaillent ensemble, et notamment à distance. Et vous comprenez bien que si on les localise bien et qu'on identifie l'activité de chacun, on peut essayer de voir comment ils coopèrent et comment ils structurent leur activité au sein de ce qu'on appelle un réseau fonctionnel. Comment est-ce que les aires du langage communiquent avec les aires visuelles, etc. Donc ça, c'est tout à fait excitant. Et l'imagerie électromagnétique, entre autres, et également l'imagerie IRM à haute résolution temporelle, nous laisse à penser qu'on va progresser en ce sens dans les années qui viennent. Alors, on va parler de localisation pour l'instant, et plutôt que de vous faire un cours rébarbatif sur la façon dont on procède, j'ai plutôt choisi de vous montrer des exemples qui partent du très simple, c'est-à-dire montrer comment notre cerveau traite une stimulation sur les doigts de la main, vers quelque chose dont Denis a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les processus d'accès à la conscience, c'est-à-dire notre cerveau voit, mais nous ne voyons pas. Donc, je vais reprendre l'exemple qu'il a cité tout à l'heure. Alors je commence par quelque chose de très basique, et c'est vraiment la démarche expérimentale que l'on a très souvent, c'est-à-dire que pour tester des choses très sophistiquées, on commence par établir qu'elles nous permettent quand même de retrouver des choses qui sont connues. C'est la moindre des choses, c'est la calibration de nos instruments. C'est un petit peu ce qu'on a fait ici, ou ce que mes collègues ont fait à la Salpêtrière, où ils se sont intéressés, comme beaucoup, puisque c'est une expérience un peu démonstrative, à stimuler les doigts de la main de leur sujet. Et puis quand vous ouvrez un livre de neurosciences, vous voyez que lorsque vous stimulez les doigts de la main, eh bien, ces doigts sont reliés évidemment via le bras avec des nerfs jusqu'à votre cerveau, et notamment à une aire très spécifique du cerveau que l'on appelle l'aire somatosensorielle, somesthésique ou sensorimotrice, qui est située donc près du sillon central. Si vous vous souvenez de l'intervention de Dominique Asboun hier, il a dû vous en parler. En gros, c'est quelque chose qui se situe vers le milieu de votre cerveau, en haut. Et ce qui est très remarquable, c'est que, en tout cas, les nerfs, si je puis dire, qui arrivent directement des doigts, se projettent, sont connectés
à des petites régions cérébrales qui ne sont pas les mêmes, mais qui sont organisées, en fait, vous le voyez, de cette manière-là. On appelle ça une somatotopie, c'est-à-dire que vous avez une cartographie de la représentation sensorielle de vos doigts, de vos pieds, de la langue, du visage, etc. Là, on s'intéresse aux doigts. Et c'est ce que j'ai voulu illustrer avec cette main. Vous voyez que l'auriculaire se projette plutôt en haut, le majeur au milieu. L'annulaire, on n'en parle pas ici parce qu'il se projetterait entre le majeur et l'auriculaire, mais dans l'expérience, on ne l'a pas stimulé. Et le pouce, qui est tout en bas. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on stimule, évidemment, les doigts ? Bon, alors, c'est ce qui est représenté ici. Là, on va stimuler le pouce. Et j'ai deux animations à vous montrer. En fait, la première vous montre les données, encore une fois, parce qu'en tant que physicien expérimental, on aime bien regarder les données avant de faire, évidemment, de tirer des plans sur la comète. Alors, ce que vous voyez là, c'est un petit peu abstrait, mais c'est simplement le temps. Vous voyez moins 20 millisecondes, moins 0,02 secondes avant le 0. À 0, on envoie une toute petite stimulation du doigt, une petite stimulation électrique qui n'est pas du tout douloureuse, mais que le sujet sent bien, à l'instant 0. Et puis, vous allez voir, alors ce que l'on voit, les tracés ici, ce sont tous les champs magnétiques mesurés sur la tête du sujet. Et vous voyez que pendant tout un temps, bon là, il y a un artefact qui est dû à la stimulation électrique. Un artefact, c'est quelque chose qui met du bruit dans vos données de mesure, mais que vous connaissez. Alors, on a essayé de le corriger un petit peu, mais c'est de toute façon pas l'objet, parce qu'on sait que le cerveau réagit au moins 20 à 40 millisecondes après la stimulation. Il faut le temps que le message monte et se transmette de neurone à neurone jusqu'à votre cortex. Et vous voyez qu'il faut attendre quand même 20 millisecondes chez ce sujet pour avoir une petite déflexion qui sort à peine du bruit. Mais surtout, après, vers 40 millisecondes, là, on a une grosse bosse. C'est-à-dire que votre cerveau émet un gros signal magnétique en réponse à votre stimulation qui correspond à un traitement de la stimulation que vous lui infligez. Alors, ce qu'on va voir ici, c'est simplement un curseur qui vous montre le temps qui voyage de moins 20 millisecondes à 75 millisecondes. Donc, on est vraiment en dessous de la seconde, là. Si je vous montrais le film en temps réel, on ne verrait rien. Et ici, on va avoir, c'est pas très clair, j'en suis désolé, mais en gros, c'est la tête de ce sujet sur laquelle j'ai représenté les champs magnétiques qui varient au cours du temps. Alors, il faut vous concentrer sur une chose essentiellement, c'est l'image du bas. Vous allez voir que les champs magnétiques, encore une fois, sont très structurés. On n'a pas affaire à du rouge, du bleu. C'est plutôt des gros pâtés rouges, des gros pâtés bleus. C'est-à-dire qu'il y a une structure, et plus c'est structuré, plus l'activité cérébrale, on peut le supposer, est structurée dessous. C'est-à-dire qu'elle est concentrée en un endroit de l'espace à un temps donné. Alors, oui, ça marche à peu près. Alors ça va doucement, vous voyez le curseur qui voyage, et pour l'instant, là, on voit... Ce sont des effets spéciaux, un peu spéciaux. OK. Alors vous voyez, j'ai lancé l'animation ici. Pour l'instant, on est dans le bruit, et là, vous voyez une première émergence de signal. Et là, hop, une très très forte réponse, encore ce qu'on appelle dipolaire, avec deux nuages, un bleu, un gris, un bleu, un rouge. Je relance avec un petit peu de chance, je vais m'en sortir. Normalement, les deux animations sont en même temps, mais je n'ai pas l'impression que celle du bas fonctionne. On voyage ici. Je lance celle-ci maintenant. Voilà, on est un petit peu dans le bruit pour l'instant. Voilà, la première réponse vers 20 millisecondes. Les deux créneaux ne correspondent pas, hélas, sur le film, j'en suis désolé. Et là, on est à vers 76 millisecondes. Donc on a vu des choses qui varient très vite, très structurées, mais qui bougent. Alors ça sera plus clair, j'espère, sur cette animation-là. Où cette fois-ci, on a vraiment fait de la reconstruction d'image, c'est-à-dire qu'on passe des mesures à une estimation de l'activité du cerveau, c'est-à-dire de l'activité électrique responsable de ces champs électromagnétiques. Alors je vous répète que quand on fait ce genre d'expérience, on s'attend à ce que l'activité, en tout cas dans ces latences-là, dans ces temps-là, soit extrêmement focalisée près du sillon central, opposé à votre main. C'est parce que vous stimulez la main droite, c'est le cerveau gauche qui répond d'abord. Vitesse de réponse change en fonction de la force de la stimulation? Il y a peut-être des petites variations de latence, il y a surtout des variations d'amplitude. C'est-à-dire plus c'est fort et plus le cerveau va répondre fortement. Ouais. Mais en termes de vitesse? En termes de vitesse, non, à ma connaissance, non. C'est très mineur. C'est très mineur. Vous avez des doigts, en revanche, qui répondent plus vite que d'autres. Par exemple, l'auriculaire, l'annulaire, sauf chez les pianistes ou les musiciens virtuoses, en effet, répond plus lentement que le pouce. Et de manière moins forte aussi. Je ne sais pas si vous avez bien vu, on reprend. En fait, vous allez me dire, on ne voit pas grand-chose. Là, c'est normal, il n'y a pas de réponse cérébrale. Et là, vous voyez une activité qui se crée, voilà, vers 20 millisecondes.
ici, le long du sillon central. C'est tout petit, et là j'ai eu un problème d'animation, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer sur d'autres exemples. Alors vous voyez que là on a une résolution temporelle très très fine, et qui est très intéressante, parce qu'elle nous permet de montrer déjà que vers 20 millisecondes, on a une première émergence d'une onde dans la partie centrale du cerveau, et puis vers 70 millisecondes, vraiment une réponse très forte. Alors, si on fait ça pour tous les doigts de la main et qu'on repère l'endroit dans le cerveau où l'activité a été la plus forte, eh bien, on obtient ce genre d'image où les points de couleur représentent des doigts de la main. Donc ici, on est à gauche et ce sont les doigts de la main droite, et à droite, ce sont les mains de la main gauche. Et là, c'était un sujet droitier, et vous voyez que l'organisation des doigts de la main droite chez ce sujet droitier ressemble beaucoup plus à celle à laquelle on s'attend en ouvrant un livre de neurosciences que celle des sujets de la main, des sujets droitiers chez qui on a fait l'expérience de la main gauche, parce que tout simplement il utilise moins sa main gauche, il a une somatotopie qui est moins organisée, voilà, que pour sa main dite dominante. Donc là, on a déjà un petit marqueur qui est intéressant parce que plus vous allez vous servir de vos doigts de manière bilatérale, main droite, main gauche, et on sent bien que la plasticité, l'organisation cérébrale va s'adapter à votre apprentissage. Alors, et là, c'est ce qu'on a réalisé donc, avec nos collègues d'Orsay aussi, c'est-à-dire simplement un rendu de votre cerveau en 3 dimensions, avec en bleu le sillon central qui est supposé recevoir donc, ces signaux qui sont issus de manière primaire par vos membres, et notamment les doigts. Et on voit ces petits points qui s'organisent de manière très jolie, du pouce en jaune vers l'auriculaire en rouge. Alors, si on fait cette étude chez des patients chez qui, justement, il y a des problèmes de coordination motrice, et c'est ce qui arrive chez des patients dystoniques, c'est-à-dire que la dystonie est un syndrome de la tonicité des muscles, et ces gens, chez certains dystoniques, on a affaire à ce qu'on appelle une crampe de l'écrivain, c'est-à-dire que des gens vont développer donc ce syndrome et on va avoir des crampes quasiment en permanence sur la main, ce qui va les empêcher d'écrire, tout simplement, au sens pratique du terme. Et alors, ce que l'on voit, c'est que ce qui est illustré ici, c'est que l'organisation des petits points est beaucoup moins structurée que chez un patient sain. Et ça, c'est vérifié à l'échelle de la population. C'est une étude menée par Sabine Meunier à la Salpêtrière, où elle a mis en évidence de manière quantitative sur une population de sujets sains et de patients que l'organisation du cerveau était beaucoup moins structurée, en tout cas au niveau primaire et sensoriel pour les doigts, chez des patients souffrant de crampes de l'écrivain, plutôt que chez des sujets sains. Et elle a également montré que l'organisation du côté donc, de la main gauche, chez des patients droitiers, était encore plus désorganisée que chez des gauchers dits normaux. Et en fait, les médecins, d'habitude, lorsque leurs patients droitiers souffrent de crampes de l'écrivain, leur conseillent d'apprendre à écrire de la main gauche. Ils ont des rééducations, une éducation, disons, de la main gauche pour qu'elle écrive. Et en fait, très vite, la plupart du temps, les patients dystoniques droitiers vont développer aussi une dystonie de la main gauche. Donc c'est comme s'il y avait un encodage préétabli de ce trouble neurologique chez ces patients, même dans la main dite saine, qui au départ ne présente aucun syndrome. C'est l'utilisation de cette main qui va faire en sorte que le précablage qui est déjà établi, le précablage fonctionnel et anatomique va libérer d'une certaine manière la manifestation du syndrome. Alors, on passe à quelque chose d'un petit peu plus, disons, complexe. C'est l'étude du cerveau épileptique. Donc, c'est aussi un syndrome clinique qui affecte énormément de gens à des degrés de gravité extrêmement variés. On est tous dans cette salle susceptibles d'avoir au moins une fois dans sa vie une crise d'épilepsie. En revanche, on ne sera, je vous le souhaite, et je le souhaite aussi pour moi-même, pas épileptique au sens où on va faire une crise, bon peut-être dû à des coups de fatigue, etc., mais on ne va pas faire des crises de manière répétée. En revanche, les patients épileptiques, et certains d'entre eux plus que d'autres, souffrent de crises d'épilepsie parfois quotidiennes et parfois plusieurs fois par jour. Et l'épilepsie, du point de vue neurologique, c'est vraiment une excitabilité accrue des neurones, c'est-à-dire qu'ils vont produire du courant électrique plus qu'ils ne le devraient. Donc c'est un terrain d'exploration tout à fait fascinant pour nous physiciens parce qu'ils produisent des champs magnétiques très forts, donc on peut les mesurer très bien. Et pour les cliniciens et les neuroscientifiques au sens large, c'est tout à fait intéressant de voir la façon dont cet embrasement cérébral va se propager pour essayer de mettre en évidence des réseaux fonctionnels et anatomiques. Donc ce que vous allez voir ici, vous voyez ici à gauche les tracés tout à l'heure, comme on a vu tout à l'heure, de champs électromagnétiques. Ici, ce sont nos capteurs qu'on représente de vue de dessus.
D'accord ? Vous avez toujours cette structure de champ électromagnétique extrêmement bien marquée, une topographie qui évolue très vite, c'est vrai, mais qui évolue de manière très, très souple, très douce. Il n'y a pas de rupture très franche. Et à droite, c'est une représentation de l'activité cérébrale. Alors, maintenant, on repasse le film qui correspond, donc activité qui correspond à ce cerveau-là, à ces mesures-là. Vous voyez qu'ici, il y a une pointe épileptique très marquée. Et si vous avez regardé le film, vous voyez qu'au départ, l'activité du cerveau est distribuée un petit peu partout. Et au moment de la pointe, il va y avoir une sorte de rassemblement de l'activité du cerveau en un seul point. C'est ce que les neurologues appellent le foyer épileptique, ou en tout cas, une région du cerveau qui est très, très suspecte quant à sa responsabilité dans l'épilepsie. Je repasse maintenant une dernière fois le film pour qu'on le voit bien. Regardez bien l'image, ici à droite, l'animation. Pour l'instant, l'activité... Oh, je suis navré. L'activité du cerveau est très distribuée partout. Et puis, à un certain moment, vous allez voir une pointe ici, enfin, comment dire, une focalisation de l'activité. Et hop, ça va se relâcher extrêmement vite. Et puis, ça revient, ici, vous voyez, de manière plus lente. Et puis, ça repart. Le cerveau retourne à ses petites affaires. Mais vous avez vu que pendant un temps très court, il y a une focalisation, pour le coup, tout à fait pathologique de l'activité cérébrale en un seul point, qui émet des signaux extrêmement forts. Vous voyez, cette pointe, elle est très très forte par rapport à l'activité qu'il y a juste avant. C'est tout à fait pathologique et c'est tout à fait donc intéressant de l'étudier par l'émission des champs électromagnétiques produits par le foyer. Parce que si on arrive à localiser de manière fiable, comme ici, l'origine de la pointe épileptique et a fortiori peut-être des crises d'épilepsie, ça peut servir de guide au neurochirurgien qui, lui, va décider si oui ou non il va opérer ce patient en fonction de la localisation fonctionnelle de cette aire, si elle est très importante ou pas a priori, et surtout en fonction de la souffrance du malade, s'il a vraiment besoin d'être libéré. Alors là, c'est simplement un exemple. Hein. C'est une aire dans les régions temporo-occipitales. Il y a beaucoup de crises d'épilepsie qui naissent dans d'autres régions du cerveau, par exemple dans l'hippocampe. C'est une petite région très importante dans la mémoire, etc., qui est à l'intérieur du cerveau, qu'on pourrait voir ici aussi. Là, je l'ai choisi simplement parce que c'était très facile de la voir. Mais oui, a priori, les crises d'épilepsie, bon, ça peut être plusieurs foyers. Chaque patient a des syndromes éventuellement un petit peu différents. Il y a un panel extrêmement large, une palette de syndromes épileptiques très large, ce qui en fait quelque chose de très difficile à appréhender la plupart du temps, mais qui est tout à fait fascinant, parce que ça affecte la plupart des réseaux fonctionnels cérébraux. Donc c'est un point de vue, je dirais, pathologique sur le fonctionnement normal du cerveau, où là les neurones sont extrêmement excitables et vont propager des signaux pathologiques dans le reste du cerveau, mais en utilisant certainement des canaux, comme Denis Le Bihan l'a montré, des fibres, des câblages qui sont déjà là de manière normale. Donc c'est aussi quelque chose qui peut nous permettre de mieux comprendre le cerveau actif normal. Je vais montrer une expérience que j'aime beaucoup, qui est celle où en fait on fait rattraper des balles au sujet. Donc ça c'est quelque chose de tout à fait original en neuroimagerie, parce qu'il faut déjà que, disons, le scanner ou la machine soit verticale, en tout cas le patient, et qu'on puisse le laisser rattraper une balle. Donc c'est possible en EEG et en magnétoencéphalographie. Donc ce sont des collègues du Collège de France avec qui j'ai travaillé qui réalisent cette expérience et qui donc font rattraper une balle de tennis à leur sujet parce qu'ils sont intéressés ils s'intéressent au mécanisme d'interception. Qu'est-ce qui fait qu'une grenouille attrape une mouche beaucoup plus rapidement que nous, ou que Fabien Barthez arrive à arrêter des pénaltys et pas la plupart d'entre nous? Eh bien, ce sont les mécanismes d'interception rapide. Et alors, ce que vous allez voir là, ce sont encore des animations. Vous avez la balle de tennis qui va tomber à l'instant 0, commencer à tomber, et pendant 400 millisecondes, elle va tomber. Donc là, on est obligé d'arrêter le temps un petit peu, parce que sinon, ça va beaucoup trop vite pour nous. Et donc, à 400 millisecondes, le sujet rattrape la balle. Donc, elle tombe comme ça. Il faut fermer la main pour la rattraper. Alors, ce que vous allez voir, c'est un peu une démonstration de la résolution temporelle. Bon, là, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais surtout de la résolution un peu spatiale de nos techniques. Donc là, vous allez voir un petit curseur rouge qui voyage, vous voyez. À l'instant 0, la balle va être libérée. La balle est libérée et vous voyez qu'il n'y a pas d'activité dans le cerveau notable au-delà de l'activité normale, je dirais, standard. Et puis la courbe blanche que vous voyez là, c'est l'intensité du champ électromagnétique produit par votre cerveau lorsque vous rattrapez une balle. C'est juste un repère temporel. Et alors on continue, et rien ne se passe de notable, en tout cas de visible, avant... Ici, vers 50-70 millisecondes, vous voyez des aires visuelles qui commencent à s'activer. Non seulement les aires visuelles standards, dites primaires lorsqu'on vous envoie une image, mais des aires dites secondaires, voire de niveau supérieur, qui sont impliquées, notamment chez le singe, tel que les gens l'ont démontré, dans le traitement du mouvement.
Eh bien, chez l'homme, vers 50-70 millisecondes, il y a aussi ces aires qui sont impliquées. Et ce qui est très intéressant et assez fascinant, c'est de voir que très vite, il y a une sorte d'embrasement du cerveau. Ce n'est pas simplement l'aire de rattrapage de la balle, elle n'existe pas. C'est toute une collaboration d'aires différentes qui vont travailler au rattrapage de la balle. Et comment est-ce que le cerveau fonctionne, du moins à notre point de vue très naïf ici? Eh bien, il va d'abord repérer la balle, traiter le mouvement et envoyer cette information au cortex dit moteur. Et pour ça, il y a du chemin à faire. Malgré les câblages à l'intérieur, il y a du chemin et certainement du traitement de l'information qui nécessite beaucoup d'air. Et vous voyez que ça voyage le long dit de la voie dorsale. Si j'arrête ici, vers 100 millisecondes, on est dans la voie pariétale. On arrive au cortex moteur qui est plutôt là. Et il n'est atteint, ce cortex moteur. Alors la balle tombe toujours là, hein, je vous rappelle. La balle est toujours en train de tomber. Et il s'en passe des choses dans le cerveau pendant ce temps-là. Voilà, vers 200 millisecondes, vous avez enfin le cortex moteur qui est sollicité. Et le cortex visuel lui a dit, attention, la balle tombe, elle est à mi-chemin. Et en effet, on est à 200 millisecondes, la balle est en train de tomber. Et on continue, le cortex moteur est informé, et voilà, on revient à un plateau d'activité, ça c'est assez remarquable. Le cerveau revient à un état de veille. Il faut dire que le sujet répète cette expérience un grand nombre de fois. Il n'y a pas beaucoup de surprises, mais il faut quand même qu'il rattrape la balle. Donc, il n'y a pas beaucoup de mécanismes de vigilance, mais il y a quand même un mécanisme moteur qui est transmis. Ça revient ici au cortex visuel, comme pour surveiller que tout se passe bien. Et c'est maintenu comme ça, comme si l'affaire était réglée, et que l'on sait que vers 400 millisecondes, eh bien, l'activité motrice va devoir être libérée. Et c'est ce qui se passe ici. Vous avez l'activité motrice qui entre en jeu sans toute la cascade d'événements le long de la voie dorsale, comme on l'a vu tout à l'heure, parce que là, le programme moteur, d'une certaine manière, a été établi. Il suffit de le mettre en œuvre, et qui plus est, il y a peut-être une chronométrie ici interne qui fait que vers 400 millisecondes, on sait que la balle va tomber parce qu'on a une sorte de modèle de l'environnement physique dans lequel on vit. C'est relativement prédictif. Vous dites expérience, ça veut dire que la personne sait que la balle va lui tomber dans la main, qu'il n'a pas besoin de positionner sa main, et après, dès que la balle a le contact avec la main, c'est plus le cerveau, c'est la main qui a un réflexe de fermer. Mais néanmoins, il faut que la commande motrice de la main, telle qu'on l'a vue au niveau de la somatotopie des doigts, c'est-à-dire près du cortex central, il faut que, et c'est ce qu'on voit dans la dernière image, il faut que cette partie du cerveau envoie le signal moteur. Et il y a des motoneurones dans la main, c'est-à-dire des neurones responsables de la fermeture. Mais l'information qui dit à la main « vas-y, ferme-toi et attrape la balle », c'est le cerveau qui l'envoie. Donc c'est très prédictif, évidemment. C'est un contexte expérimental. On n'est pas en finale de Coupe du Monde où il faut arrêter un penalty. Mais néanmoins, ce sont des mécanismes très primaires, apparemment, dont on ne peut pas se départir. Même si on a répété l'expérience 100 fois, eh bien, il y a quand même toute cette avalanche de traitement qui a lieu. Et on voit que ça mobilise quand même pas mal le cerveau. Pas vraiment le cortex frontal, mais plutôt tous les cortex postérieurs, jusqu'au cortex central. Et ça a l'air d'être le minimum nécessaire pour rattraper une balle. Voilà. Ce que je voulais illustrer, c'est qu'en effet, il n'y a pas une seule aire responsable, il y a plutôt une cascade d'événements, mais extrêmement rapide. Là, en 400 millisecondes, j'ai même dû parler beaucoup pour vous décrire ce qui se passait, tellement il y avait d'informations. Donc là, c'est l'expérience de lecture subliminale que Denis a montré. Je vais juste finir par cette image parce qu'elle est très, disons, représentative, et après j'arrête, c'est promis. Alors là, c'est exactement la même expérience avec mes collègues à Orsay, Stanislas Dehaene et Claire Sergent. Et alors, vous avez vu, fait lire des mots très rapidement à des gens, et au bout d'un moment, les mots sont là, mais on ne les voit plus. Enfin, votre cerveau les voit, mais vous n'en avez pas conscience. Et alors, ce que je vais vous montrer, c'est encore un dernier film. C'est ici le cerveau d'un sujet lorsque le mot est là, mais il ne le voit pas. Et là, c'est la condition expérimentale où le mot est là et le sujet le voit et le rapporte à l'expérimentateur. Donc ça complète, je pense, assez bien ce que Denis vous a montré, où il vous a parlé des régions qui étaient impliquées. Là, je vais vous montrer à une résolution spatiale plus grossière la chronométrie un petit peu de ce qui se passe et la différence, en fait, entre ces deux conditions. On peut croire qu'au bout d'un moment, le traitement conscient du mot va s'arrêter dans la condition non perçue parce que, pour la bonne raison que, expérimentalement, le sujet ne la voit pas. Et c'est ce qu'on voit, d'une certaine manière, sur ce film, où là encore, on est dans le bruit, on a enlevé le bruit, disons, expérimental, et puis vous allez voir que vers, je crois, 100 millisecondes, voilà, les deux films, essayez de porter votre regard sur les deux films, c'est pas évident, mais ils sont très similaires, là. C'est le traitement visuel du mot, le traitement langagier un petit peu, et puis hop, là, le mot est perçu, il continue à être traité par le cerveau, et là, il n'y a plus rien. On est de retour à la ligne de base, avec un petit retour visuel à la fin, lorsque le mot disparaît, vraisemblablement.
Alors que là, on a une activité dans les régions frontales qui va perdurer et qui va surtout embraser une grande partie des lobes frontaux dont on suppose qu'ils sont responsables des traitements de plus haut niveau et notamment des traitements conscients.